Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. Avant de commencer, petite annonce, le logiciel LiveJournal offre maintenant un abonnement standard qui permet d'avoir 100 gigaoctets de fichiers multimédia sauvegardés et synchronisés. Images, vidéos, documents, tout ça. Et pour les 100 premiers abonnés, il y a 100 gigaoctets supplémentaires offerts. Ce qui vous fait un total de 200 gigaoctets à vie pour le même prix. Sinon, à part ça, si vous voulez juste essayer le logiciel sans les services en ligne, je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien pour plus d'infos dans la description et dans le commentaire épinglé. Sur ce, commençons la vidéo d'aujourd'hui. À la fin du dernier épisode, j'avais commencé à vous parler des erreurs à ne pas commettre pour gérer son système de notes, notamment vis-à-vis de l'idée d'en faire un second cerveau. Dans cet épisode, je vais élaborer davantage sur quelques-unes de ces grosses erreurs. Erreur numéro 1, utiliser le système de notes pour collecter des informations. Ce n'est pas que c'est à bannir totalement, mais ça doit être très rare de collecter une information juste pour la collecter. Tu dois au minimum avoir une intention de potentiellement en faire quelque chose plus tard de cette information. Une ou des actions doivent pouvoir en découler. Car si tu ne fais que collecter sans te projeter, tu perds ton temps. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Après, il y a un équilibre. Il ne faut pas non plus se mettre la pression et s'empêcher de noter quelque chose si on n'a pas de vision claire et développée de ce qu'on va en faire. Non, parce que justement, un bon système de notes, c'est aussi un système dans lequel rentrer des informations, rentrer des données, se fait avec le minimum de pression. Et où le but, c'est de faire évoluer les connaissances qu'on a commencé à rentrer au fur et à mesure, parce que nous-mêmes, on a évolué. Le système de notes doit accompagner ton niveau. S'il y a trop de pression pour rentrer les premières informations dans ton système, tu ne vas pas l'utiliser. C'est normal que les premières versions des notes soient des brouillons ou des esquisses, tant que tu fais en sorte d'y revenir plus tard, ou tout du moins de les réutiliser plus tard. Encore une fois, on en revient à la projection. Moi, quand je rentre une information sans vraiment savoir encore ce que je vais en faire, j'essaie de faire en sorte qu'elle puisse se développer et se combiner à d'autres éléments plus tard. Pour ça, ma règle, c'est que je dois mettre au moins 3 points d'accroche différents. Ces points d'accroche, ils vont me permettre de pouvoir retomber sur cette note un peu par hasard, mais surtout, ils vont me permettre de retrouver les notes que je veux retrouver quand je veux les retrouver. Idéalement, ces points d'accroche doivent être des nœuds de votre système. Pour savoir à quoi ça correspond des nœuds, je vous invite à consulter les 2 premières vidéos que j'ai faites sur LiveJournal. Mais si ces points d'accroche, c'est juste des mots et pas des nœuds, ben, c'est déjà bien. Parce qu'au moins, vous pourrez faire des recherches sur ces mots pour pouvoir retomber sur cette note. Un point d'accroche quasi systématique que je mets, c'est la source. De qui ça vient. Et si tu n'as pas de nœud pour la source, essaie au moins de la décrire brièvement. Ensuite, il faut penser à des mots-clés que ça vous évoque, des concepts voisins. L'idée étant que quand vous allez vouloir retrouver cette note dans plusieurs mois pour en faire quelque chose, vous allez probablement avoir un vague souvenir de son contenu. Mais par contre, vous allez vous souvenir de ce à quoi vous l'avez rattaché. Et en faisant une recherche sur ces points d'accroche, vous allez pouvoir retomber dessus relativement facilement. C'est ce genre d'éléments saillants qu'il faut trouver. Si vous ne faites pas ça, et que vous rentrez juste des informations, des liens vers des ressources,
etc., sans plus de détails, alors inévitablement, vous allez vous retrouver dans des situations frustrantes où vous passez des heures à retrouver des notes que vous savez que vous avez enregistrées, mais bien souvent sans résultat. Encore une fois, il suffit vraiment de rentrer peu de choses, mais il faut les mettre. Et l'avantage, c'est que ça va entraîner votre cerveau à organiser vos informations. Ce qui fait que plus vous allez utiliser votre façon de créer des points d'accroche, plus elle va être efficace. Donc ça, c'était pour l'erreur numéro 1. Il ne faut pas juste collecter des informations. Erreur numéro 2, utiliser le système de notes pour préparer des informations. C'est très similaire à la première erreur, mais en moins grave. Au moins, tu n'es plus dans une dynamique de collecte, mais dans une dynamique de création. Mais cela dit, tu es toujours dans une dynamique de création indirecte. Et ça aussi, tu veux éviter. En fait, tu veux globalement toujours être dans une dynamique de création directe, ou d'exécution directe, pour généraliser. Par exemple, si tu utilises le journal pour t'aider à produire du contenu, eh bien, tu dois directement l'utiliser pour construire ton contenu, et non comme un simple intermédiaire. Par exemple, comme un système de notes indépendant ou comme un système de brouillon. Non, s'il y a un intermédiaire, ça veut dire que tu fais mal les choses. Ce qui pousse les gens à faire cette erreur, c'est la négligence du flow créatif. En gros, ils se disent qu'ils vont préparer des blocs et ensuite, ils n'auront plus qu'à assembler les blocs. Monumentale erreur. Le cœur de la créativité est sous-tendu par l'hémisphère cérébral droit. Vouloir préparer des blocs, puis les assembler dans une séquence, c'est typiquement une approche en mode hémisphère gauche. Et ce n'est pas du tout écologique, au sens second du terme écologique. C'est-à-dire dans le sens que ça ne reflète pas les conditions naturelles dans lesquelles la créativité se manifeste. Encore une fois, il y a un flot créatif à ne pas négliger. Et ce flot créatif existe entre 3 éléments. 1. Votre pensée. 2. Le support sur lequel vous développez votre pensée. 3. Vos émotions. Autrement dit, le flot créatif est attaché au temps et au support. Le rattachement au temps, il s'explique par la potentialisation et la connexion émotionnelle. La potentialisation, c'est l'état d'activation actuel de votre pensée et de votre mémoire. Plus c'est frais dans votre esprit, plus c'est potentialisé. À partir du moment où vous arrêtez de travailler sur un sujet, vous allez progressivement perdre la potentialisation associée. Et donc, votre état mental ne sera plus aussi idéal pour produire quelque chose sur ce sujet. Pour plus d'informations sur la potentialisation, je vous renvoie à l'épisode 305. La connexion émotionnelle, elle traduit en gros l'excitation que vous avez pour le sujet sur lequel vous travaillez. Et cette excitation, elle sera à son maximum quand vous allez être dans la phase de semi-maîtrise, semi-découverte du sujet. C'est-à-dire quand vous commencez à bien maîtriser le sujet, mais que c'est encore nouveau et excitant, que vous découvrez encore plein de subtilités. Ce facteur est hyper important pour la créativité et pourtant hyper négligé. Parce qu'autant la potentialisation, tu peux assez facilement la recréer une fois qu'elle est descendue. Mais la connexion émotionnelle et l'excitation, c'est très difficile de les recréer une fois qu'elles sont descendues. C'est un peu comme la phase de passion amoureuse au début d'une nouvelle relation. Une fois que tu as maîtrisé le sujet, tu es en terrain connu. Et ce terrain connu, ça ne va pas t'exciter.
ça va même peut-être être ennuyant. Autrement dit, le flow créatif reprend le même principe que l'état de flow. Il existe à la frontière de nos limites. Mais ces limites, une fois qu'on les a repoussées, ce ne sont plus nos limites. Et donc, elles n'éveillent plus le flow. Dit autrement, pour être productif créativement parlant, il faut de l'inspiration. Et l'inspiration, c'est fondamentalement quelque chose d'émotionnel. Elle existe dans une phase précise de notre relation avec un sujet, mais aussi de notre développement personnel à nous. Quand tu auras déjà dépassé cette phase, ce sujet ne va plus t'inspirer. Ça sera trop tard. Donc, pour en revenir au système de notes, idéalement, tu veux produire le résultat final au moment où ton esprit résonne le plus avec la matière que tu vas utiliser. Que ce soit de la résonance en termes de potentialisation ou de connexion émotionnelle. Ce moment de résonance maximale, ça va typiquement être lorsque tu vas travailler sur le fond des idées pour la première fois. Donc, si tu utilises un intermédiaire pour préparer tes idées, tu vas maximiser la résonance au moment où tu es sur l'intermédiaire. Et donc, quand ça sera le moment de passer au propre, ça sera probablement trop tard. Donc, rien que pour cette raison, je vous décourage fortement de diviser le processus créatif dans le temps et d'utiliser des supports intermédiaires. Il peut y avoir des avantages à étirer le processus créatif avant de publier les résultats. Mais il faut faire très attention de ne pas trop l'étirer jusqu'à ne plus rien en faire. Donc ça, c'était pour la liaison du flow créatif avec le temps. Maintenant, parlons de la liaison du flow créatif avec le support. Si vous utilisez un support intermédiaire, dans le meilleur des cas, le flow créatif va être attaché à ce support et uniquement à ce support, et à la forme actuelle des idées. Et vous avez intérêt de très vite passer à l'étape de la création du support final, tant que le support intermédiaire est bien potentialisé dans votre esprit, et que vous avez encore cette précieuse connexion émotionnelle avec la matière. Car la moindre perte de potentialisation et de connexion émotionnelle va créer beaucoup de friction dans la transition du support intermédiaire vers le support final. Personnellement, c'est pour ça que j'évite au maximum de dédoubler les supports. Je trouve que ça rajoute trop de charge et de friction de passer de l'un à l'autre. Ça bouffe trop de temps et d'attention, ce qui fait que tu limites le nombre de choses que tu peux faire. Bref, en plus, si vous attendez trop entre les deux phases, alors quand ça sera le moment de transférer la matière de cet intermédiaire pour produire le support final, non seulement vous allez pratiquement repartir à zéro, mais en plus vous aurez gâché votre inspiration créative pour cette matière dans le support intermédiaire. Dit autrement, la matière ne vous inspirera plus correctement pour efficacement produire quelque chose avec. Vous serez un peu comme une sorte de VRP qui va devoir vendre un produit parce qu'il doit le vendre et non parce que ça l'inspire de le vendre. Alors que si vous aviez commencé à produire le résultat final dans votre système de notes, eh bien là, même avec une pause dans la création, tout ne serait pas perdu. Ce qui a déjà été produit sera toujours bien, car il aura été produit au moment où vous aviez la résonance. Donc, je répète, idéalement, tu veux produire le résultat final au moment où ton esprit résonne le plus avec la matière que tu vas utiliser. Ce moment, ça va typiquement être lorsque tu vas travailler sur le fond des idées pour la première fois. Donc, si tu utilises un intermédiaire, tu vas maximiser la résonance au moment
où tu es sur l'intermédiaire. Et donc, quand ça sera le moment de passer au propre, ça sera trop tard. Donc, encore une fois, je vous décourage fortement d'utiliser des supports intermédiaires. Un truc qui permet de bien comprendre la bonne dynamique, c'est de toujours être dans une démarche d'esquisse. En gros, ça évite deux pièges. Piège numéro 1, chercher directement à créer quelque chose de bien défini. Non, une esquisse, par définition, ce n'est pas bien défini. Autant c'est important de chercher à directement créer quelque chose, à se projeter un peu. En revanche, il ne faut pas se forcer à ce que ce soit directement bien défini dès le début. Non, au début, l'important est juste d'esquisser quelque chose, qui pourrait être ultérieurement approfondi, ou pas. Certaines esquisses ne sont jamais approfondies. Ce n'est pas grave. Les esquisses, il n'y a pas de pression. Ça ne prend pas beaucoup de temps, on peut les démultiplier et ensuite se concentrer sur celles qui se démarquent. Piège numéro 2, stocker de l'information sans chercher à créer quelque chose avec. Si tu es dans une démarche de stockage, tu n'es pas dans une démarche d'esquisse de quelque chose. Tu dois au moins essayer d'intégrer l'information à des choses personnelles, te l'approprier, te projeter dans une action, un développement, etc. Autre exemple, si tu utilises le journal pour apprendre une compétence, par exemple, pour apprendre à danser, eh bien, tu ne dois pas simplement stocker des explications ou des démonstrations de mouvements que tu consulteras plus tard. Non, le journal doit directement servir le processus d'implémentation. Il doit te servir à t'entraîner, à exécuter des mouvements, etc. Autrement dit, le journal doit toujours te servir à produire le résultat final. Dans le cas de la danse, les danses que tu vas avoir. Le journal doit toujours être dans la boucle de finalité, et non dans une bulle intermédiaire. Une autre manière de dire les choses, c'est que tu dois toujours être dans une dynamique de production personnelle et non impersonnelle. Une dynamique de production impersonnelle, c'est en gros de prendre des notes en mode encyclopédie, en mode Wikipédia. Ça peut être intéressant dans certains cas particuliers pour mieux intégrer un concept, mais globalement, ça doit être évité. Encore une fois, on en revient au principe que tu dois globalement éviter la collecte. Ce que tu veux collecter dans ton second cerveau, ce sont tes propres créations, pour pouvoir retrouver tes pensées et les recycler, en construire d'autres sur leur base, etc. Le système de notes en tant que second cerveau, il sert à deux choses. 1. Rendre le processus de création moins linéaire. 2. Indexer ce que tu fais pour pouvoir potentiellement le recycler. Le mot-clé étant ici potentiellement. Ce qui veut dire que ce ne doit jamais être nécessaire. Il y a une finalité avant le recyclage, la production de quelque chose. Mais le second cerveau permet à tes notes de pouvoir servir au-delà de cette production initiale. En gros, ça fait en sorte que ce que tu produis pour un travail spécifique ne reste pas cloisonné à ce travail spécifique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va forcément servir au-delà de la production initiale, mais au moins, ça a ses chances. Par exemple, si tu fais un travail de réflexion et d'écriture dans un fichier Word, eh bien structurellement, tout le travail que tu produis va rester cloisonné dans ce gros fichier Word. Alors qu'avec un second cerveau, les différents fragments de ce que tu as produit seront indépendants les uns des autres. Et surtout, ils ne seront pas cloisonnés dans un fichier à part. Non, ils seront dans une base commune.
Et dès que tu feras des recherches dans ton second cerveau, eh bien, cette recherche va accéder à tout ce que tu as déjà produit. Sur ce, voilà qui clôt cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.